Je m'excuse en préalable si je suis un peu long, mais comme l'an prochain, la loi électorale nous interdira de faire des vœux très argumentés, je vais en profiter cette année. Qu'on soit candidat ou qu'on ne le soit pas, c'est un règlement qu'il faut observer. Monsieur le directeur de la SERB et de la SAB, cher Christophe Pérez, monsieur Max Lévita, premier adjoint président de la SERB, je salue Chantal Marion, adjointe urbaniste et vice-présidente de la métropole, chargée de l'aménagement, je salue les maires qui sont présents, que je remercie grandement de leur présence à nos côtés ce soir, vice-président ou pas, les élus de la ville de Montpellier, les élus d'autres communes qui sont présents, que je remercie également. Je salue les promoteurs, les journalistes, tous les acteurs de l'acte de construire, notaires, géomètres, avocats, c'est à peu près tout. Simplement pour vous souhaiter une magnifique année 2019 et vous indiquer un peu les projets qui vont échelonner comme les pierres blanches du petit poussé l'année 2019 pour arriver en janvier 2020. Nous avons cette année, et M. Christophe Pérez l'a indiqué tout à l'heure, fêté les 15 ans de la mission Grand Cœur. Mission créée par Georges Frêche en son temps. Mission transversale qui traite de l'espace public, du logement, du commerce, de la réhabilitation, mais aussi des paysages urbains. Et avec Patrice Baudet, le directeur, nous avons émis un ouvrage qui a été largement diffusé et qui retrace un peu cette histoire assez exceptionnelle. Toutes les grandes villes n'ont pas de mission Grand Cœur pour traiter les problématiques du centre historique. Et mission Grand Cœur qui aujourd'hui a tendance à vouloir s'étendre un peu au faubourg, à l'hyper Grand Cœur, parce que la ville a grandi, parce que la métropole a été créée, et que les quartiers qui traitent de l'habitat du XVIIe siècle jusqu'à l'Art déco des années 1930, eh bien, font partie désormais des zones patrimoniales et méritent pour cela une attention particulière. Je relis à ces 15 ans de la mission Grand Cœur le projet que nous avons de refaire les 3 grandes places de la ville. La place de la Comédie, le Triangle et l'Esplanade. Pourquoi cela et pourquoi aujourd'hui? Parce que les 3 places ont des histoires particulières et ces histoires arrivent à ce moment historique de l'évolution de la ville, à un point d'achoppement qui nous paraît intéressant pour pouvoir travailler sur les 3 espaces en même temps. La place de la Comédie et son marbre glissant, l'Esplanade avec ses revêtements à reconfigurer, avec les normes de sécurité à respecter. Belle chose pour la place de la Comédie et le Triangle, puisque nous sommes aujourd'hui obligés de mettre des blocs de béton pour empêcher les intrusions des véhicules béliers possibles lors des grandes manifestations. Et puis la sécurité du quotidien sur l'Esplanade qui est, je dirais, encombrée par une organisation même de la place qui mérite d'être reconfigurée, revue, anticipée, avec la possible création du Jardin des Héros qui regroupera l'ensemble des monuments aux morts, ceux de la guerre de 14, pour lesquels nous avons fait sortir les plaques qui étaient dans les cryptes, mais aussi les plaques qui restent encore, celles de la guerre d'Algérie, de la guerre d'Indochine, de la guerre 39-45, et tous ces héros, tous ces humains qui sont morts au combat méritent largement d'être au soleil. Nous étions le seul monument aux morts des villes de France qui ne portait aucun nom. Le monument à la gloire de Jaurès, à la gloire
des républiques espagnoles, à la gloire des Arméniens, et nous y rajouterons des monuments particuliers, ceux qui porteront le nom des poilus qui n'étaient pas recensés dans les plaques de la crypte, mais aussi ceux de nos soldats français qui tombent sur le théâtre des opérations extérieures. Arnaud Beltrame, héros de la nation, et puis les 3 députés qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain, Jules Mock, Vincent Bally et Paul Boulet, ancien maire de Montpellier. Reconfigurer donc l'ensemble de la place avec le jardin des héros, avec la sécurité, avec la réfection des sols, avec l'anticipation des circulations douces, vélos, piétons, avec les accès aux équipements culturels, que ce soit le musée phare, l'espace Dominique Baghoué, le pavillon populaire, mais aussi pour la comédie, l'opéra comédie, pour l'esplanade encore le Corum. Et ainsi, nous arrivons à la place du Triangle, qui, avec les travaux du centre commercial, devra être refaite, puisque la ville est responsable de la partie supérieure, celle qui assure l'étanchéité, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Dans l'histoire de la ville, arrivent pratiquement en même temps 3 actions urbaines à proposer sur ces 3 espaces. Autant les réfléchir d'un seul coup. Autant missionner un architecte, un urbaniste, un paysagiste, mais aussi un artiste, comme dans les villes anciennes, un designer, pour refabriquer le cœur battant public, partagé, là où se créent les histoires des hommes et des femmes pour les 100 ans à venir, pour le XXIe siècle. Nous aurons cette année le dialogue compétitif qui viendra s'imposer. Nous aurons également 2 créations culturelles. L'une que nous inaugurerons à la fin du mois de juin, le MOCO, meo.co, Montpellier Contemporain, qui est le centre d'art contemporain dirigé par Nicolas Bourriaud, ancien directeur du Palais de Tokyo et de l'École des Beaux-Arts de Paris, présidé par Vanessa Bruno, la styliste designer. Ce MOCO comprendra 3 structures. L'ancien hôtel Montcalm, là où Georges Frêche avait prévu de faire le musée de la France en Algérie, que j'ai stoppé. Gouverner, c'est choisir. La Panacée, qui traite des arts numériques, des nouvelles écritures, de l'art contemporain, des artistes en résidence. Et puis l'École nationale des beaux-arts, le quartier des beaux-arts. Un triptyque qui sera piloté par Nicolas Bourriaud. Nous l'intégrerons dans une grande manifestation culturelle qui rassemblera une 60aine de lieux et qui se déroulera en lieu et place de la ZAD et qui se nommera 100 artistes dans la ville. 100 artistes dans la ville, une manifestation qui a déjà été réalisée il y a une 50aine d'années, lorsque l'École des Beaux-Arts proposait un certain nombre de peintres qui depuis ont eu des trajectoires glorieuses internationales du mouvement support-surface. En l'occurrence, on pourrait citer Jean Rouen, on pourrait citer Claude Viala, c'est pas Jean, c'est François Rouen. François Rouen, Claude Viala, on pourrait citer également Vincent Biolès, qui d'ailleurs sera proposé pour l'exposition d'été du musée phare. Si j'aborde le sujet de l'aménagement par la culture, c'est parce que il ne peut pas y avoir de ville sans émotion. Il ne peut pas y avoir de construction de ville sans sentiment intime. Il ne peut pas y avoir de ville sans penser
à ceux qui l'ont construite avant nous et ceux qui la poursuivront après nous. Ce sont les maçons qui construisent les villes. Ce sont ceux qui ont été rejetés dans l'histoire. Les Aveyronais, les Lozériens, qui construisaient les murs de pierre sèche à la lumière de la lune. Ce sont les Espagnols qui en ont entendu les colibés. Ce sont les Italiens, et je vous rappelle les événements d'Aigues-Mortes, où ils ont été massacrés. Ce sont les Africains du Nord, les Antillais, les gens de l'Est. Ce sont les femmes qui, portant sur leur dos des paniers de terre, ont asséché les étangs de lattes, de péroles. Il ne peut pas y avoir de construction sans émotion. Il ne peut pas y avoir de construction de ville sans une immense générosité dans le travail. Et merci Christophe pour les mots. C'est la première fois que je vous entendais parler ainsi et je vous en remercie pour Montpellier. Ce sont les donneurs d'ordre, les architectes, les entrepreneurs, les artistes, les urbanistes, les paysagistes qui construisent les villes modernes, les énergéticiens, les financiers. Et tout cela participe de l'acte de construire. Le BOCO, le Centre d'art contemporain, sera ouvert cette année et ce sera le seul centre d'art contemporain ouvert en France. Et je suis en train de vérifier s'il y a des nôtres qui sera ouvert en Europe. Pour le moment, je n'ai pas trouvé. Nous avons entamé les travaux du Conservatoire de musique, qui sera en lieu et place de l'ancienne maternité. Ça aussi, les journalistes, quelquefois, ne voient pas la chose. Alors je me permets de leur expliquer à l'occasion de ces vœux. Si nous avons décidé de faire le BOCO dans l'ancien hôtel Montcalm, si nous avons décidé de faire le conservatoire dans les anciens locaux de la maternité du CHU, si nous avons décidé de faire les archives municipales dans les anciennes archives départementales aux Beaux-Arts, c'est parce que nous considérons qu'il faut rendre une nouvelle vie aux friches urbaines délaissées et ne pas laisser des zones de non-droit dans les quartiers de Montpellier. Les archives sont squattées, nous avons un jugement à notre faveur, nous attendons la force publique pour permettre de libérer les lieux et nous permettre de commencer les travaux. Le conservatoire sera, avec son architecte Marc Lehmann, un magnifique lieu qui rassemblera les 3 conservatoires qui sont disséminés aujourd'hui à Montpellier sur la ligne de tramway et qui recevra 2000 élèves et qui travaillera en partenariat avec les 2 conservatoires associés, celui de Castries, monsieur le maire, et celui de Cordon-Terral, monsieur le maire. Toujours dans la culture, nous allons attaquer très rapidement, cette semaine, l'aménagement et l'installation des entreprises à l'EAI, les ICC, Industries culturelles et créatives. Et avec Chantal Marion, nous ouvrirons là le tropisme vendredi matin, à 9h, dans laquelle seront installés des entrepreneurs de l'industrie culturelle et créative. Au mois de mars, avec son PDG, Karim Kédissi, nous ouvrirons la magnifique école de l'ESMA qui produit des étudiants capables de travailler dans tous les pays du monde parce qu'ils sont formés sur la vidéo, le cinéma, l'animation. Et nous poursuivrons ainsi l'aménagement de l'EAI pour
pour ceux qui sont des locaux recevant des entreprises, et parallèlement, le parc de 21 hectares, c'est plus 20, c'est 21 hectares, que nous avons libérés de ce que l'ancienne équipe voulait encombrer par le passage de la 5e ligne de tramway qui devait ainsi couper 700 arbres. Il y aura aussi des entreprises nouvelles qui seront installées ainsi que de grandes écoles supérieures, enseignement supérieur dans le nouveau quartier Cambacérès, quartier du XXIe siècle. Pourquoi Cambacérès? Cambacérès, archichancelier d'Empire, fils du maire de Montpellier, président du tribunal révolutionnaire de l'Hérault, rédacteur du Code civil, qui n'a qu'une petite rue derrière la préfecture de l'Hérault, Montpellier. Parce qu'au XVIIIe siècle, être homosexuel était véritablement une tare, une maladie, une tare. Ainsi, derrière la place Beauvau, où il fut ministre de l'Intérieur, plus illustre des Montpelliérains, il n'y a pas plus illustre que lui dans notre histoire. Il a aussi de toutes petites rues bien confidentielles. Nous allons restaurer, nous, hommes et femmes du XXIe siècle, et avoir le discours que nous pouvons tenir, nous, aujourd'hui, et que les hommes du XVIIIe siècle ne pouvaient pas tenir à cette époque, parce que c'était un autre temps, tout simplement. Cambacérès, lieu d'implantation des grandes écoles, la business school de la Chambre de commerce et d'industrie, mais d'autres écoles, Innov en particulier, qui a signé déjà avec nous et qui s'installera à Cambacérès. Nous installerons également des grands équipements culturels avec le parc et les cultures urbaines, 30 hectares, et des équipements sportifs de haut niveau, le stade Louis-Nicolin. J'ai promis de son vivant à Louis-Nicolin ce stade. J'irai jusqu'au bout. Voilà, il faut bien que les adversaires se le mettent dans la tête. J'irai jusqu'au bout. Quand j'ai donné ma parole, j'ai donné ma parole. Ensuite, nous ferons le Palais des Sports pour le handball et pour le basket de l'AT, BLMA, parce que le Palais des Sports René Bougnol aujourd'hui est obsolète et le MHEB ne peut pas jouer pour les matchs de Coupe d'Europe. Il est obligé de louer l'aréna, ce qui est un problème. Nous aurons également du logement, des commerces de proximité, du logement étudiant, et nous conserverons dans ce quartier, qui fait pratiquement 320 hectares, les grands domaines, le mas de Comollet, le mas de la Mogère, château de la Mogère, le mas de Beauregard, qui peuvent être là le lieu d'installation d'entreprises innovantes liées à l'agroécologie ou bien à la recherche agronomique. C'est dans cet esprit-là que nous allons aménager Cambacérès, de grandes zones de respiration. Je finirai mon propos tout à l'heure sur la gare. Parce que je veux montrer combien la Serbe et la SAB ont été efficaces, répondantes dans l'immédiateté et dans la réalisation. Il y a beaucoup de gens qui regardent les verres à moitié vides. Moi, je regarde les verres à moitié pleins. J'ai espoir en l'homme. Je ne fais pas partie de ceux qui lui crachent dessus en permanence. Je pense qu'il a toujours cette capacité de création, d'innovation qui le maintient au-dessus des marécages. Lorsque, dans la théorie de l'évolution, l'homme est sorti en rampant
maladroitement des marécages et qu'il a pris la station debout. En même temps, il a créé des outils. Ce bâton pour attraper les fruits qui étaient trop loin de lui. Et il a créé, en regardant la voûte et le ciel, il a créé les cabanes et les tombes. La ville, elle est à ce niveau. Elle est au-dessus des marécages à d'élévation. Et ne pas la traiter avec mépris ou indifférence. Nous lancerons 2 grandes ZAC. La ZAC du Coteau, non loin de Valbosque, où les paysages seront préservés. Ces paysages de proximité, de la vie du quotidien, des chemins du Pixelou qui seront rappelés, avec les trouées paysagères qui permettent au nord de voir la Serrade, le Pic, l'Ortus, la falaise de Corcode, et au nord, au sud, les étangs et la mer. Nous ouvrirons aussi la ZAC République de Nicolas Michelin, l'architecte bordelais, dans laquelle nous intégrerons des espaces publics adaptés pour les personnes handicapées, pour les seniors, mais aussi pour la danse. Cette danse qui, à Montpellier, où il fait beau, où 40% de la population a moins de 30 ans, doit sortir du courant des Ursulines. Elle doit participer à la vie publique, comme le tango à Buenos Aires. Les espaces publics seront réalisés pour cela, pour cette pratique. Et dans l'ancien mandat, alors adjoint à l'urbanisme, je m'en étais préoccupé avec les bons conseils de Mathilde Monnier, avec qui nous avions réalisé les orientations et les axes de construction de la ZAC. Ici, à Castelnau, la magnifique ZAC Eureka, qui sera dédiée aux seniors, au maintien à domicile, à la recherche médicale et à l'ensemble des disciplines qui sont afférentes à cette thématique. Et puis, je voudrais aborder maintenant un immense dossier. Le dossier ANRU à la Paillette. C'est Passagers des villes qui a été lauréat au terme de dialogue compétitif acharné et qui nous a proposé une immense reconfiguration du quartier que nous allons mener dans les 15 à 20 ans à venir. Et les décisions, les engagements, nous les prendrons avant la fin de l'année scolaire, au mois de juin-juillet, à Paris, avec Nicolas Grivel, directeur de l'ANRU, et avec Pierre Pouessel, préfet de l'Hérault, et avec tous les services de l'urbanisme de la ville, Yves Durit, Rémi Ayeré, Yves Barrault, et la SERB, et Christophe Pérez, et toutes ses équipes. C'est un chantier, et je rajoute Mohamed Belondouz, directeur de l'action sociale, ville et métropole. Car les quartiers politiques de la ville doivent faire l'objet d'une vision holistique, globale, qui traite à la fois l'urbanisme, mais qui s'occupe aussi des hommes et des femmes qui habitent les maisons. Refaire un quartier, ce n'est pas seulement l'urbanisme, c'est anticiper les pôles commerciaux, c'est anticiper les cités éducatives, c'est anticiper les coulées vertes paysagères, les équipements publics, les équipements culturels et sportifs, la circulation douce. C'est reconstruire la ville sur la ville existante qui a déjà 50 ans et que nous allons refabriquer un peu dans l'esprit d'une ville nouvelle. Et c'est là que l'expérience devient phénoménale.
elle est très excitante, cette expérience. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité présider ACM Habitat, pour être au cœur même du dossier ANRU. Le dossier ANRU, ce dossier ANRU Mosson, qui fait partie du programme national ANRU 2, et que j'ai fait inscrire dans le programme de réhabilitation des copropriétés dégradées, 14 villes, 80% de financement de l'État pour les copros, nous permettra de traiter beaucoup de problèmes sociaux et beaucoup de problèmes de fonctionnement même de ce quartier où les gens sont bien, se sentent bien, mais que désormais il faut ouvrir et il faut faire travailler avec l'ensemble de la ville. Le dossier ANRU, c'est le dossier national, celui de la Payade, de la Mosson, mais c'est aussi le dossier régional avec les Cévennes, où là nous interviendrons sur le bail commercial, sur l'espace public, sur les voiries, et grâce à l'ANA, nous pourrons apporter une dotation ANA renforcée pour l'ensemble des propriétaires qui pourront rénover de façon plus facile leur bâtiment. Avant de finir par la gare, je voudrais faire un petit détour par les Halles Messac. Vous avez tout dit sur les Halles Messac. Mais je ne vais pas parler de la construction. Je ne vais pas parler de l'œuvre d'art de Mona Kim, étudiant des Beaux-Arts coréens du Sud. Je ne vais pas parler de l'augmentation des étals pour les commerçants. Je ne vais pas parler non plus de la place des sacs que nous allons refaire en juillet. Donc, je vais vous parler de la méthode. La méthode de construction des Halles des Sacs, c'est de la co-construction urbaine. C'est ce que les Gilets jaunes appellent de leur vœu. C'est ce que nous faisons pour la 5e ligne de tramway, avec la variante Sophie, la variante Alain, les modifications demandées par les habitants. Cela fait partie des 300 réunions de concertation que nous avons menées depuis le début du mandat, en démocratie directe, face à face, eyes to eyes, avec les Montpelliérains et avec les habitants de la métropole. La Halle des Sacs, c'est un petit bijou fait avec de la passion. La passion de la Serre, de la Sambre, la passion des services d'urbanisme, la passion des architectes municipaux, à une époque où la fonction publique est décriée. La passion des habitants et des commerçants, des associations qui ont apporté leur écho à la réflexion générale. C'est ce que les compagnons du Tour de France appellent un chef-d'œuvre, au sens étymologique du terme. C'est pour cela que la Halle des Sacs fera l'objet d'un ouvrage qui sera fait par les employés de la ville et de la métropole. Cela aura deux buts essentiels: faire reconnaître l'engagement pour ce projet et son opportunité, mais aussi montrer que dans une collectivité, on peut créer, on peut innover. Et c'est là peut-être le message le plus important. La Halle des Sacs a reçu 10 000 visiteurs en 2 jours. Et les mots, c'était « Merci de nous avoir rendu nos halles ». Il n'y a pas plus beau compliment. Dernier point enfin, la gare Montpellier-Sud de France. Voilà un beau sujet. Un sujet qui a fait couler de l'encre, de la salive, de la haine, du mensonge,
auxquels nous n'avons pas répondu. Notre seule réponse était le travail. Quand un homme quitte ce monde, ou une femme, que reste-t-il de lui ou d'elle, si ce n'est son travail, son message? Eh bien, nous avons travaillé avec Christophe Pérez, avec Christian Finat, directeur général des services. Nous avons mesuré le petit pont ensemble le matin à 7 h pour le faire passer à 2 voies. Et merci à Elisabeth Borne, ministre des Transports, qui nous a aidés. Ce qui fait que l'embolisation des voies de communication a été moins forte pour les véhicules. Nous avons ouvert l'entrée nord, nous avons créé des espaces particuliers pour les bus, de la table, que je remercie. Et j'avais dit cela au mois de septembre, fin septembre. Cela a été fait avant Noël, comme je m'y étais engagé. Je suis allé quelques jours avant la date fatidique à rencontrer les ouvriers et les entreprises. L'entreprise, vous me corrigez si je dis une bêtise, Casal de Narbonne et l'entreprise de Montpellier, Eiffage. Et j'ai discuté avec les gars qui faisaient le béton, qui faisaient le goudron. Ils m'ont prêté un gilet de la CGT d'ailleurs, pour conduire la goudronneuse. J'avais jamais conduit de goudronneuse. C'est chose faite aujourd'hui. Et j'avais utilisé la dameuse pour faire les bordures. Je l'ai fait. Et ces gars-là, ils connaissaient le dossier autant que moi. Mais la réalité du dossier. Qui étaient les protagonistes, ceux qui avaient décidé en leur temps, et ils savaient qu'il fallait vraiment ouvrir avant Noël. Et qu'ils soient remerciés, tous, parce qu'ils s'y sont mis à fond, pour qu'avant Noël, l'entrée nord de la gare Montpellier-Sud-de-France soit utilisable. Donc c'est à eux que je voudrais consacrer mes derniers mots. Parce qu'on n'en parle jamais. Bonne année à tous.